Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans ce premier rendez-vous de questions d'actu de cette rentrée. Nous sommes le 7 octobre, un an, jour pour jour, depuis le début du génocide des Palestiniens de Gaza. Le génocide de Gaza, c'est actuellement près de 42 000 morts, dont 60% d'enfants et plus de 100 000 blessés. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est en moyenne 3 500 Palestiniens tués par mois, plus de 110 par jour. Un décompte plus scientifique des victimes avancé par la revue internationale de Lancet prévoit un bilan de plus de 185 000 morts. 5% de la population de Gaza a déjà été exterminée. Le 7 octobre 2023, la résistance palestinienne s'est dressée contre la colonisation sioniste en Palestine, un événement disruptif majeur qui lève le voile sur 76 ans d'une occupation brutale et génocidaire volontairement oubliée par les puissances mondiales et qui lui offre aujourd'hui encore une protection contre la légalité et la justice internationale. Les effets du déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre bouleverse aujourd'hui les équilibres régionaux avec un début d'embrasement et une très probable réoccupation du Sud-Liban par les sionistes, mais pas que. Une guerre en gestation contre l'Iran pourrait entraîner un renversement de l'ordre mondial, voire un conflit généralisé. Les instances internationales comme la Ligue arabe ou le Conseil de sécurité des Nations unies sont complètement inopérants face aux crimes sionistes des sionistes. L'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a consacré la première année de son mandat à défendre les droits des Palestiniens et dénoncer l'occupation génocidaire sioniste et compte bien continuer à le faire. Nos invités pour en parler, d'abord sur le plateau, Kamal Mansali, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant et consultant Canal Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sami Kaidi, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales. Vous êtes journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et puis, via Skype, depuis Paris, Monsieur Manuel Pouchelet, géopoliticien spécialiste en relations internationales. Bonsoir Monsieur Pouchelet, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame, merci pour votre invitation. Merci à vous. Et depuis Tunis, nous avons avec nous Adnan Limam, juriste et analyste politique. Bonsoir Monsieur Limam, merci d'être avec nous également. Bonsoir et merci à vous. Alors je vous propose d'abord de revenir en images sur ce qui constitue aujourd'hui, je vous le disais, un événement majeur dans la géopolitique régionale du Proche et Moyen-Orient, voire du monde. Le 7 octobre est désormais là donc pour nous rappeler que le marchandage et même la répression d'une cause juste comme celle de la Palestine ne peut se faire sur le dos d'un peuple qui aspire évidemment à vivre dans la dignité. Déluge d'Al-Aqsa. Une opération venue démonter le mythe d'une armée invincible. C'est là que réside toute l'humiliation. Un revers qui, de l'avis des spécialistes de la question, n'est autre qu'une réaction légitime de la population razaoui qui vit depuis des décennies dans une prison à ciel ouvert. Une détonation pour faire entendre sa voix étouffée. Une démonstration de force pour faire sortir le dossier de la cause palestinienne, de l'oubli, de la négligence, de l'ignorance peut-être et du déni, mais certainement de la politique du fait accompli imposée par l'occupant et ses alliés. Ce qui est sûr, c'est que par cet acte, la résistance a réussi à faire revenir la cause palestinienne au devant de la scène internationale. Le prix a été certes fort, mais lorsque l'on est convaincu de la justesse de sa cause et de la légitimité de son combat, le sacrifice devient un honneur et la victoire ne se calcule pas par le nombre des victimes. Car la réaction de l'entité a été démesurée, aveugle. Une machine de guerre a été enclenchée, une guerre asymétrique où femmes et enfants ont été les principales victimes, où les écoles, les hôpitaux et les abris ont été les premières cibles. Plus de 42 000 victimes en une année. Un système de santé ruiné. Gaza reflète aujourd'hui l'image de l'apocalypse, des images insoutenables ayant fait le tour du monde et qui ont fait réagir quasiment les sociétés civiles à travers tous les pays face au mutisme et à la passivité complice de beaucoup de gouvernants qui ont tenté et tentent encore d'inverser les rôles en mettant le bourreau à la place de la victime, ignorant sciemment que la cause palestinienne n'est autre qu'une question de décolonisation, une question de droit international.
cette notion vidée de sa substance, eu égard d'un côté aux agissements arbitraires et impunis de l'entité sioniste qui mène toute une région à l'embrasement et de l'autre côté à l'inertie des institutions internationales, l'ONU et son Conseil de sécurité en tête, qui continuent de fonctionner avec un système révolu, archaïque, remontant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bref, un mode de fonctionnement que les experts qualifient carrément d'anachronique à une ère où la démocratie et les droits de l'homme sont prônés par ces mêmes puissances. Un droit, une démocratie et une liberté qui finalement s'avèrent être à deux vitesses, mais qui n'entament en rien la détermination d'une résistance qui ne s'éteindra certainement pas avec la liquidation de ses leaders. Car l'on peut, c'est vrai, assassiner des hommes, mais jamais leurs idéaux. Voilà donc une véritable machine de guerre génocidaire qui est lancée sur les Palestiniens de Gaza, mais pas que. Il se passe aussi beaucoup de choses, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité aussi en Cisjordanie. On va faire un premier tour de table, d'abord avec vous, Kamel Mansari. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que le déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre et l'agression sauvage toujours en cours de l'entité sioniste contre Gaza et presque l'ensemble de la région qui s'en est suivie est véritablement un point de rupture, et à quel point ? C'est un point de rupture par rapport à ce qui a été la réalité de Gaza avant le 7 octobre, c'est-à-dire une enclave encerclée par une armée puissante, coloniale, et puis qui essayait par tous les moyens de mater une population qui tentait par le passé, à travers quelques opérations, de faire en sorte d'entendre sa voix, c'est-à-dire de montrer qu'elle existait. Donc il y avait déjà un plan qui était échafaudé par l'armée israélienne, c'était d'attaquer Gaza et de l'occuper à nouveau. C'est un plan qui a été échafaudé par Itamar Ben-Gvir, donc qui était le premier lors de la campagne électorale israélienne, avant la nomination du gouvernement, de dire il faut revenir à Gaza, et que Ehud Barak avait commis une erreur en accordant ce territoire enclavé aux Palestiniens. Donc parce qu'il constituait, aux yeux de l'administration, nouvelle administration à Tel Aviv, il constituait une menace pour Israël. Mais en réalité, c'est la réaction, c'est-à-dire l'opération menée par les factions palestiniennes, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait au moins 5 ou 6 factions qui se sont réunies le 7 octobre pour mener cette opération, ce qui a baptisé déluge Al-Aqsa. Et il était question justement de repositionner la question palestinienne, la remettre dans son contexte, c'est-à-dire un peuple qui est sous occupation depuis 1947, soumis à toutes les privations, soumis à toutes les oppressions et à toutes les interdits, c'est-à-dire droit même de circuler, droit même de respirer, droit même de jouir de son territoire. Donc ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Donc cette opération est venue remettre la question palestinienne sur la scène nationale. On ne pouvait pas l'oublier parce qu'en parallèle, il y avait des démarches, des tractations ou des collusions pour justement aller vers davantage de normalisation, écraser la question palestinienne, la renvoyer dans sa plus simple expression, c'est-à-dire laisser des gens dans une situation d'occupation. Donc le déluge de l'Aqsa a remis les choses dans l'ordre. Donc c'est le principal acquis, vous diriez, du déluge de l'Aqsa. Il est d'abord politique. C'est le retour de la cause palestinienne au devant de la scène. C'est ça. L'aspect politique, c'est le fait que cette question est remise sur la table. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la résistance palestinienne, à démontrer que la seule voie militaire, la résistance par les armes, qui pouvait donner droit aux Palestiniens, leur faire espérer reconquérir leur terre occupée. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième, c'est que la puissance militaire, cette arrogance israélienne de faire croire qu'ils étaient intouchables, d'abord intouchables par les mesures sécuritaires qu'ils ont imposées, les mesures technologiques, toute cette armada et arsenal technologique de surveillance de ce territoire ont été défaillants. Donc ils ont montré que la technologie fournie par les États-Unis était une technologie qui ne pouvait pas protéger les Palestiniens, les Israéliens. Et c'est cela qui a fait parler, je termine
termine avec celle-là, c'est ça qui a fait dire à beaucoup d'analystes que, imaginons le fait, c'est un petit mouvement qui a bravé et qui a vraiment bravé toute cette technologie. Et s'il s'agissait d'une puissance comme la Chine, par exemple, qu'auraient fait les Américains ou qu'auraient fait les Israéliens? Et Sami Kaidi, sur cette même question, évidemment, il y a un avant et un après 7 octobre à Gaza, mais pas que. Dans le cadre un peu plus large de ce qu'on appelle encore le conflit israélo-arabe, est-ce que le 7 octobre 2023 a été un événement disruptif majeur et qui peut même bouleverser l'ordre régional et mondial? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Pour moi, il s'agit d'un point de bascule. Le 7 octobre et l'opération déluge d'Al-Aqsa a constitué un véritable bouleversement régional parce que, comme l'a si bien dit mon confrère, la cause palestinienne était quasiment étouffée et les États-Unis d'Amérique, notamment ceux durant la présidence de Donald Trump, avaient mis en place ces fameux accords dits de normalisation qui sont en réalité des accords de soumission et qui a failli mettre un terme finalement à la prééminence du combat libérateur des Palestiniens. Or, le peuple palestinien s'est massivement mobilisé pour déjouer ce complot. Un complot qui touche pas finalement que la Palestine, enfin le territoire de la Palestine, mais également l'ensemble du monde aussi arabe et de cette partie. On se rappelle un peu ces fameux plans du Grand Moyen-Orient et ce fameux plan sioniste Oded Yinon qui constitue la destruction, la dislocation des pays de la région en mini-entités sur des bases ethnico-religieuses et ce pour finalement assurer la domination de l'entité sioniste sur l'ensemble de la région et finalement aussi une politique une politique expansionniste qui est celle dite du Grand Israël. Le 7 octobre, finalement, c'est aussi sur le plan historique, c'est un moment fondateur parce que ça nous rappelle un peu les propos du général Diap, ce héros du combat libérateur du peuple vietnamien qui avait à Alger dit que le colonialisme est un mauvais élève et qui n'apprend pas ces leçons. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, le colonialisme occidental qui soutient en fait le colonialisme sioniste refait les mêmes erreurs et passe par les mêmes étapes. Et le peuple palestinien, parce que finalement il y a une chose qui me choque, c'est qu'aujourd'hui sur les médias occidentaux, on interdit au peuple palestinien d'avoir ce droit de la légitime défense, c'est-à-dire de défendre son honneur. Consacré pourtant par le droit international. Pourtant par le droit international qui figure même au sein de la Charte des Nations Unies. Oui. Donc, la résistance même par les armes. Par les armes, tout à fait. C'est ce que vous entendez. Tout à fait, la résistance par les armes. Un principe aussi qui a été accordé par la littérature aussi, par exemple si on revient sur les textes de Frantz Fanon, qui stipule, enfin qui note qui consacre aussi le fait que le colonialisme est une violence et qu'il ne connaît que le langage de la violence. Aujourd'hui, Gaza était, enfin, comme l'a bien dit aussi Kamel, il a parlé de camps de concentration parce que finalement, avant le 7 octobre, les Palestiniens de Gaza étaient sous blocus. Ils n'avaient pas le droit de quitter la bande de Gaza, ils n'avaient pas le droit également de pêcher sur les côtes de ce territoire, de cette enclave palestinienne. Alors finalement, ce qu'il faut dire, c'est que Gaza était un camp de concentration. Aujourd'hui, c'est un camp d'extermination. Ce territoire ne fait que 356 km², soit un tiers de la wilaya d'Alger, et ce territoire a reçu l'équivalent de 3 à 4 bombes nucléaires qui ont été larguées sur Hiroshima. 85 000 tonnes d'explosifs en un an. On va continuer à faire le tour de table, si je puis dire, avec nos invités par Skype, avec M. Adnan Limam, également sur cette question de ce tournant que constitue le 7 octobre 2023 dans peut-être l'équilibre géopolitique du Proche et Moyen-Orient, mais pas que. Vous pourrez nous donner votre avis là-dessus. Et à votre avis aussi, pourquoi les grandes puissances ne l'ont pas vu venir ce 7 octobre, n'ont pas pu le prévenir? La liquidation de la cause palestinienne semblait justement actée avec les accords d'Abraham à marche forcée dirigée par l'administration Trump. On remarquera que l'administration Biden n'a pas tellement suivi cette tendance. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
À un certain moment, je n'ai pas entendu le milieu de la question. Alors, Si vous pouvez me résumer. oui, je vais me répéter. résumer D'abord, un peu. la question à propos du déluge d'Al-Aqsa, le 7 octobre 2023, est-ce qu'il constitue, selon vous, un tournant majeur et qui peut avoir des effets importants sur l'équilibre régional et voire même mondial, la mécanique aussi de l'ordre international tel qu'il est conçu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, selon vous, pourquoi les grandes puissances ne l'ont pas vu venir ce 7 octobre? Et pourtant, la liquidation de la cause palestinienne semblait actée avec les accords d'Abraham, les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Bien évidemment, la vision occidentale des choses est une vision. L'Occident, en l'espèce, est un borgne géopolitique qui ne voit que d'un œil. Et il ne voit pas des considérations, il ne voit que ce qu'il veut voir, en fait. Pour lui, la question palestinienne. Alors, on a un petit problème avec le Skype de Tunis. On va aller à Paris avec Manuel Pouchelet. Manuel Pouchelet, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, madame. Très bien. Alors, sur cette même question, donc pour le 7 octobre, et pourquoi les grandes puissances n'ont pas pu prévenir cet événement majeur? Je pense que les grandes puissances se retrouvent dans la même configuration que le 11 septembre 2001. Elles n'ont rien vu venir. Pourquoi? Parce qu'elles ont été surprises. Et vous savez que commander, c'est surprendre. Et force est de constater que la résistance palestinienne s'est organisée de manière concrète et produit des résultats avec effet immédiat. Pourtant, les services secrets israéliens doivent se poser de la question de leur efficacité, bien entendu. Là, je parle en tant qu'ancien expert militaire, mais force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez un Occident qui est complètement aveugle dans la région. Je vais vous dire pourquoi. Puisqu'ils ont aussi rompu les canaux de liaison diplomatique avec la Syrie, qui était un État incontournable. Vous ne pouvez pas voir le Moyen-Orient avec le petit bout de la lorgnette, excusez-moi pour cette expression, c'est-à-dire sans consulter toutes les parties en présence. Et force est de constater que les Américains font cette erreur, tout comme les Européens et d'autres acteurs. Je pense qu'au regard du Moyen-Orient, puisque vous savez bien que j'habite aussi la région et plus précisément le Liban, j'ai forcément un regard un petit peu différent à vous proposer, où le circuit des diplomates, si je compare par exemple M. Blinken à M. Pompeo qui était son prédécesseur, M. Pompeo était en permanence en tournée dans la région pour tenter de vérifier les équilibres. C'est pour ça que les accords d'Abraham ont pu fonctionner. Mais finalement, on sait pertinemment que ce sont des choses artificielles. On n'impose pas à cette région qu'est le Mashrek des accords qui sont superficiels, puisque ces pays sont capables de s'entendre sans l'immixtion des Américains, et j'allais dire de manière plus générale, sans l'immixtion des Occidentaux. Oui. Il faut simplement prendre en compte que ce sont des pays qui ont besoin de temps pour les négociations et que tout signe d'empressement même de toute façon à l'échec, et c'est ce que nous constatons après 7 octobre, où les canaux de communication et de négociation ont été rompus, de par simplement le fait que M. Netanyahou soit décidé à vouloir tout régler lui-même, au risque de mettre en danger également ses propres alliés. C'est ce qu'il faut prendre en compte dans cette situation ce soir. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, il est forcément démontré qu'aujourd'hui, l'échelle du temps a été rompue et c'est forcément une grave erreur. Il faut passer par tous les canaux de négociation. C'est long, mais c'est forcément efficace. Monsieur Adnan Imam nous rejoint par téléphone cette fois. Monsieur Adnan Imam, pour reprendre votre réflexion sur l'événement que constitue l'événement majeur que constitue le 7 octobre 2023. Bien évidemment, il s'agit d'un tournant, il s'agit d'un début. Ce début a produit des effets. Ces effets vont crescendo, vont en s'agrandissant et en s'élargissant. Alors, il semble que même par téléphone, il y a un petit problème avec la communication avec Tunis. On va essayer de revenir à vous, Monsieur Adnan Imam. Kamel Mansari, encore une fois, ce 7 octobre, pour
pour en reparler. Est-ce qu'il a finalement constitué un prétexte pour l'entité sioniste pour exécuter ses plans génocidaires et le nettoyage ethnique dans l'ensemble de la Palestine, pas uniquement dans la bande de Gaza? On a vu qu'en Cisjordanie, il y a des agressions barbares, notamment le premier bombardement depuis 25 ans sur le camp de réfugiés de Tulkarm. C'est quand même un événement aussi, un tournant aussi dans le traitement, j'ai envie de dire, militaire, sécuritaire de la question palestinienne. Il faut justifier, il faut expliquer surtout et justifier pourquoi cette option génocidaire. Donc déjà le 7 octobre, déjà les politiques israéliennes, tous confondus, de toutes les strates, et qualifiaient les Palestiniens de sauvages, de terroristes, qu'on devait les gazer, qu'on devait les liquider par le nucléaire. Donc c'était vraiment, il y avait déjà une rhétorique qui a été préparée justement pour justifier le massacre. Donc d'autres en appelaient à ce qu'on les extermine, d'autres qu'on les jette dans le Sinaï, dans le désert. Donc il y avait forcément, elle a juste le 7 octobre, a fait ressortir toute la haine exercée, ressentie par les Israéliens, les sionistes, contre une population occupée. Elle est occupée. Déjà, ils l'occupent et en même temps, ils ont cette volonté sournoise d'exterminer un peuple. Voilà, donc c'est sur le plan de la morale. Donc on suit parce que déjà ce gouvernement, ce pays, cette entité sioniste, elle a l'appui d'un État puissant qui est les États-Unis et qui leur a donné libre cours de faire ce qu'ils veulent pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui, tous ces massacres, toutes ces dévastations et tous les crimes qu'ils commettent. Presque 42 000 morts, dont 17 000 enfants et 15 000 femmes. Donc on cible forcément des civils. Donc il était question d'exterminer un peuple sans distinction. Donc ce n'est pas des combats, parce que sur le terrain, l'armée israélienne est en train d'essuyer revers après revers. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu avant-hier. À chaque fois que les Israéliens occupent un terrain, ils ressortent, comme à Jabalia. Donc la résistance se réorganise. Alors, et démontre... J'aimerais qu'on ouvre cette parenthèse, puisque vous en parlez. Vous avez le chef des armées de l'armée sioniste qui dit que la résistance palestinienne dans Gaza a été complètement écrasée. Alors que, justement, pour le cas de Jabalia dont vous en parlez, il y a des attaques quotidiennes c'est devenu un symbole. Et les tirs de missiles ont été lancés à partir de Jabalia. Donc on voit que cette région, avec les camps de réfugiés qui sont là-bas, donc démontre que la résistance est présente. Et aujourd'hui, on a entendu le discours d'Abou Abeid, le porte-parole des brigades Al-Qassam. Donc il disait que justement tout ce qu'a fait l'armée sioniste n'a fait que renforcer la détermination de la résistance et lui a donné les moyens de s'améliorer, de changer ses tactiques sur le terrain et de faire en sorte à ce que, comme ça s'est passé à Khan Younes, faire en sorte à ce que cette armée subit des pertes au quotidien. Aujourd'hui, à Netzarim, nous avons vu ce qu'ont fait les factions palestiniennes lorsqu'ils ont bombardé, ils ont attaqué des positions clés de l'armée israélienne. Ils ont vraiment lui ont fait subir des pertes énormes et on a vu les images, comment cette résistance, en dépit de déluge de feu qu'elle subit, en dépit des massacres, que les populations subissent, parce qu'il faut jouer. C'est que ce que fait les Israéliens, c'est faire pression sur les résistants en tuant les civils. Donc c'est cette tactique-là, et cette tactique-là, c'est une théorie américaine. Donc c'est ce qu'on appelle shock and awe. Il faut terrifier, choquer et terrifier. Donc pour que vraiment celui qui est en face a peur et abdique. Et c'est ce qu'on fait reculer. Absolument, parce que c'est un peuple qui a une cause. Il la porte, et ce ne sont pas simplement ceux qui ont les armes, c'est toute la population. Quelqu'un qui porte des armes perd l'âme, il y a un autre qui le remplace. Et ils l'ont dit, ils ont reconstitué leurs troupes, ils ont reconstitué leur armement. Ça n'arrête pas aujourd'hui. Après, la symbolique d'aujourd'hui, c'est de frapper encore une fois Tel Aviv. Donc, et justement, c'est la spécialité des brigades Al-Qassam qui arrive à frapper en profondeur.
Non, mais jusqu'à choisir Tel Aviv. le 7 octobre aussi, célébrer Oui, l'anniversaire du 7 c'est octobre symbolique. en lançant des missiles sur Tel Aviv, Jusqu'à Tel c'est Aviv. une symbolique, leur dire, voilà, le 7 octobre, nous fêtons ce premier anniversaire du combat libérateur de la Palestine par une autre salve de missiles qui touche Palestiniens- et qui ont atteint leur cible. Les Donc, Palestiniens, Kamal Massari, mènent aujourd'hui une guerre de libération. Ce n'est plus seulement c'est une guerre de résistance à libération qui l'occupant. dure depuis 1947, Oui, non, mais elle mais a pris une forme Elle a aujourd'hui pris une encore forme plus beaucoup plus musclée, prononcée oui. et plus directe, c'est-à-dire qu'avec les pertes et ses implications. Donc on voit aussi le soutien du Hezbollah ou des mouvances de la résistance palestinienne en Irak, en Syrie et au Yémen. Donc il y a une application sans oublier l'Iran, qui lui aussi aujourd'hui est pleinement dans cette confrontation et dans cette guerre contre un occupant soutenu par des puissances sans foi ni loi. Et il faut rappeler une chose et le souligner, c'est pour la première fois dans l'histoire où les États-Unis perdent leur autorité morale. En soutenant un criminel, on voit que Netanyahou part aux États-Unis. C'est la première fois, Kamal, non? Je dis pour la première fois, non, parce qu'il faudrait. L'Irak, non, attendez, non, il n'y a plus de force. Non, parce que les questions des guerres aux États-Unis, elle a été une question de confrontation entre la gauche et la droite, c'est-à-dire les démocrates et les républicains. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cassure, il n'y a plus de faction. Tout le monde aux États-Unis, y compris l'État profond, est en train de pousser vers une confrontation non seulement avec les Palestiniens, mais également avec l'Iran. Et c'est ça, on voit aujourd'hui, ce que est devenu les États-Unis. Quand on dit qu'elle a perdu sa autorité morale, parce qu'elle s'enorgueillit d'avoir une autorité morale, qu'elle était le gardien, le gendarme du monde, qu'il était là pour faire la paix. C'est discutable, hein. C'est très important dans l'analyse, parce que c'est une question qui a été posée, non pas par moi, mais par tous les centres de recherche et de centres qui disent aujourd'hui l'Amérique n'existe pas, elle est aux ordres d'un autre État qui est l'Israël. On a vu Netanyahou partir à l'Assemblée générale, partir à l'ONU devant le Congrès, donner des ordres à qui? À Biden et toute l'administration. Et devant un Congrès américain, un Sénat américain qui l'a applaudi pendant des heures. Sami Kaidi. Oui, mais pour approfondir un peu ce qui vient d'être dit aussi, la résistance est une idée et les idées ne meurent jamais. Aujourd'hui, nous sommes incontestablement devant un processus éminemment révolutionnaire de libération. De libération de la Palestine. De la Palestine, tout à fait. Et il convient de signaler que l'entité sioniste est intrinsèquement génocidaire. Elle est intrinsèquement criminelle. Il faut rappeler les événements de 1948 et ce fameux plan Dalet, qui était un plan d'extermination des populations palestiniennes et qui s'est poursuivi dans le temps. On se rappelle, c'est les massacres de Deir el-Yassin, évidemment. Dès 48, dès 48. Puis dans les années 80, les massacres de Sabra et Shatila au Liban, lors de la première invasion sioniste du Liban. Donc effectivement, l'entité sioniste est un projet basé sur le racisme, sur la ségrégation, sur le fondamentalisme religieux, et c'est un projet aujourd'hui éminemment génocidaire. On va parler aussi de la solution politique, si elle est encore possible dans le génocide, mais il n'y a pas que le génocide, il y a aussi le nettoyage ethnique et l'agression sauvage sur la Cisjordanie, sur l'ensemble des territoires palestiniens. Et l'expansionnisme, parce que la volonté, c'est outre la colonisation, c'est l'annexion des territoires. Aujourd'hui, ces territoires ne sont pas qu'en Palestine. L'entité sioniste occupe le Golan, qui est un territoire le Golan syrien, un territoire appartenant et prétend à la occuper Syrie. le sud Liban. On va y revenir parce que j'aimerais... Et les fermes de Sheba aussi, dans le sud du Liban. Tout à fait. J'aimerais vous inviter d'abord à écouter la déclaration du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a déclaré justement qu'il était plus qu'urgent, évidemment, de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, qui représente aujourd'hui un mode de gouvernance mondiale obsolète, et on le voit aujourd'hui complètement inopérant dans ce génocide à Gaza. دخلنا في قانون الأدغال قوي ياكل ضعيف. القانون الدولي محاوه. الكلام تاع العقل ما بقاش، بقات القوة. إذا ما وضعوش حد الاستعمال المفرط نتاع القوة من طرف الدولة الصهيونية، لومبرازمون اي بلوس كو بوسيبل. وهذه مش أنا اللي قلتها، كاع نقولوها منذ سنين.
معناتها باش تمحي شعب كامل. اليوم راه في عشرات الالاف مئات الالاف اللي هتموت. وراه الحرمه تاع الدول، وراه مجلس الامن. يعني بالتقريب المؤسسات الدوليه التي انشئت من بعد الحرب العالميه الثانيه حتى لا نرجع استعمال القوه مثل ما استعملها الجيش النازي ولا غيره، قضوا عليها. اليوم اللي عنده قوه ما كانش اللي يحاسبه، لا كان في الجانب القوي، لكن في الجانب الضعيف قاعد يحاسبوك. Manuel Pouchelet, la solution politique, je disais, si elle est encore possible, il y a très peu de chances aujourd'hui qu'elle vienne du Conseil de sécurité de l'ONU complètement paralysée, notamment par le veto américain sur cette question. Elle est paralysée parce qu'en fait, on a une ONU qui se comporte comme la SDN en son temps. Je pense qu'on a épuisé toutes les facettes de l'ONU, et c'est-à-dire quand on voit sa création, elle n'est plus adaptée, on va dire, à relever les défis de 2024. Quand on voit sa création en 1945, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, où ce sont uniquement les puissances victorieuses qui se sont invitées, on va dire, au Conseil de sécurité, je pense qu'il est grand temps de réformer ce Conseil de sécurité, mais je vous ferai remarquer une chose, je pense que le secrétaire général des Nations Unies serait d'une autre nationalité, l'enjeu serait différent. C'est tout à fait ce qui s'est passé même en 2006 avec monsieur Ban Ki-moon, qui a jubilé, on va dire, les ardeurs d'Israël quand il a été nommé nouveau secrétaire général, peu après la guerre des 33 jours au Liban, si vous voulez. C'est une entité qui, à mon avis, se cherche un avenir qui n'est plus audible. Pourquoi? Parce qu'elle est verrouillée principalement par les Américains, et je vous ferai remarquer que quand on s'adresse au Conseil de sécurité, on passe par des pays interposés. Malheureusement, c'est ce que font les pays de la région. Israël a la chance d'avoir ce canal de communication avec les États-Unis directement, alors que pour le pauvre Liban, il est obligé de passer par des intermédiaires qui, malheureusement, ne retranscrivent pas forcément correctement le discours ou les volontés qui sont attendues pour trouver des solutions. Je vous fais remarquer que l'ONU au Liban est présente depuis 1978, nous sommes en 2024, que l'inertie est bien sûr démontrée, et qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver une solution politique. La solution politique viendra des pays de la région, mais comme je le disais en début de mon intervention sur votre antenne, il faut laisser le temps au temps, et bien entendu, reprendre les canaux de communication et de négociation avec tous les pays de la région. C'est le plus important, et je crois que l'impasse est faite parce que beaucoup de solutions passent également par Damas. Et je pense que le fait d'ignorer Damas, que ce soit par les Américains ou les Européens, les parties prenantes, c'est malheureusement une erreur, puisque Damas est elle-même victime, votre invité l'a insinué en plateau, avec l'occupation du Golan. Et l'erreur de Donald Trump, c'était de la légitimer avec ces fameux accords. Donc, si vous voulez, les Occidentaux perdent pied dans la région, puisqu'ils ne connaissent pas la région et qu'ils n'ont pas de spécialistes spécifiques dans la région. Oui. Je pense qu'au niveau américain, vous avez une partie que l'on ne connaît pas, qui était nettement plus visible du temps de la présidence de George Bush, c'est ce qu'on appelle les faucons, c'est-à-dire les décideurs. Et sous M. Biden, ils sont comme par hasard complètement inconnus, alors que dans l'administration Bush, vous aviez M. Dick Cheney, vous aviez Donald Rumsfeld, qui étaient des personnalités, on va dire, clairement identifiées. Ce qui n'est pas le cas, ce qui crée, on va dire, la plus grande confusion, en tout cas dans la région. Et pour les décisions politiques, elle est donc difficile à prendre. Adnan Imam, j'espère que la connexion a été rétablie. Est-ce que vous nous entendez? Pas tout de suite. Alors, on va revenir pour le moment sur justement l'action diplomatique de l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité et dans les forats internationaux en général. L'engagement de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne ne date pas d'aujourd'hui, et la diplomatie algérienne marque des points dans ce sens. Depuis le début de la guerre génocidaire sioniste à Gaza, l'Algérie a assumé le rôle de chef de file sous la conduite du président de la République, accordant un soutien et une solidarité à toute épreuve avec la cause palestinienne, qualifiant les exactions sionistes à l'encontre du peuple palestinien de véritables crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis la tribune des Nations Unies, l'Algérie, par le biais de son ambassadeur Ammar Benjama, a mené plus d'une bataille diplomatique pour parvenir à une solution urgente de cessez-le-feu à Gaza. En mars dernier, elle a rédigé une proposition traitant des éléments les plus complexes, y compris un cessez-le-feu immédiat conduisant à un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux.
Le texte initié par l'Algérie est appuyé par les autres membres élus, a été adopté et ce pour la première fois depuis le début de la guerre contre Gaza et après 4 tentatives précédentes qui ont échoué en raison du veto américain. Ce texte exigeait un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan, garantissant que l'aide humanitaire parvienne à la population et la libération des détenus. La mission algérienne au sein de l'organe central de l'ONU a joué un rôle de premier plan en incluant certaines de ses préoccupations dans le texte final d'un projet de résolution proposé par les États-Unis dans le cadre de la recherche d'une issue à même de mettre fin au massacre sioniste contre l'enclave assiégée qui ne compte plus que ses martyrs. L'Algérie, qui a fait de la cause palestinienne le fil conducteur de toutes ses actions depuis son entrée au Conseil de sécurité, entend poursuivre par ailleurs les démarches nécessaires pour permettre à l'État de Palestine de devenir membre à part entière de l'ONU, savourant pour le moment une victoire conséquente, celle de siéger par ordre alphabétique des États. Depuis New York, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a réitéré l'engagement fort et sincère de l'Algérie à continuer à apporter son soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, visé par une campagne féroce menée par l'entité sioniste et ses soutiens. Une aide financière algérienne d'un montant de 15 millions de dollars a été déjà accordée à cette agence. Le rôle de l'Algérie visant à mobiliser davantage de voix soutenant le dossier palestinien a été vivement salué par l'ensemble des Palestiniens. Kamel Mensari, l'Algérie est extrêmement active sur la cause palestinienne au niveau du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, il faut le rappeler. L'Algérie a plusieurs fois convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies pour obliger l'entité sioniste à cesser le feu, défendu la cause palestinienne, dénoncé les crimes des sionistes au moment où les voix dans ce sens sont assez rares. À votre avis, à quel point l'Algérie arrive à mobiliser la communauté internationale sur ce sujet? Sur le plan arabe, nous avons été pratiquement les plus actifs et les plus résilients aussi, les plus proactifs et les plus efficaces, c'est-à-dire en termes de travail diplomatique. Donc il faut reconnaître que nous avons eu à faire passer des résolutions appelant justement à cesser le feu, non seulement sur les questions humanitaires, on se rappelle le 25 mars dernier, donc l'Algérie a fait passer pour la première fois, c'était là où d'autres ont échoué, l'Algérie a réussi justement à faire passer une résolution appelant à cesser le feu. Donc en dépit les États-Unis avaient fait preuve d'abstention, en dépit du vote, du veto américain, nous avons continué justement à faire avancer la question palestinienne, que ce soit au sein du Conseil de sécurité ou sinon au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU et dans les autres sphères, c'est-à-dire même dans le groupe des G77, nous avons aussi été actifs. Au niveau de l'OCI, l'Algérie a profité de l'opportunité de toutes les conférences et toutes les plateformes qui étaient disponibles pour justement faire avancer la question palestinienne, non seulement c'est-à-dire la faire avancer, mais dénoncer des crimes qui étaient perpétrés avec l'appui des puissances occidentales telles que la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l'Allemagne notamment. Donc et l'Australie. Donc l'Algérie a été face à une machine d'abord diplomatique qui essaie de contrecarrer sa démarche. Il y avait aussi une campagne médiatique, donc et surtout les manœuvres américaines, parce que depuis le début, les Américains n'ont fait que mentir. Ils ont fait croire qu'ils avançaient vers une solution politique, mais en même temps, ils faisaient en sorte à ce qu'ils armaient les Israéliens pour qu'ils continuent leur massacre. Donc il y avait cette ambivalence du dualité américaine qui faisait en sorte à ce que d'un côté, ils faisaient preuve d'arrêter toute avancée, de freiner toute avancée du règlement politique, et de l'autre, ils exacerbaient la tension dans la région. Donc l'Algérie se retrouvait, certes, on est face à quelque chose d'extrêmement nouveau, où vraiment un peuple est en train d'exterminer, et en dépit de toutes il n'y avait pas que l'Algérie, donc il faudrait penser à ceux qui appelaient, qui ont pris des positions fermes contre Israël. Ils ont rompu des relations, rappelé leur ambassadeur des pays de l'Amérique latine, en Europe. On a vu l'Espagne, l'Irlande et la Norvège qui ont pris la décision d'arrêter toute coopération commerciale avec et reconnaître justement l'État palestinien. Donc c'est toute cette atmosphère
cadre-là, dans ce cadre-là, l'Algérie a justement joué un rôle majeur. Parce que plus vous avancez sur le plan diplomatique, et plus vous mettez le coupable devant le fait accompli, devant ses crimes. Et ce qui s'est produit aussi à La Haye a été significatif lorsque la question, pour la première fois de l'histoire, la question palestinienne, la question du génocide et des crimes contre l'humanité était posée. Parce que les Israéliens ont fait en sorte à ce que la question du génocide et le crime contre l'humanité étaient réductibles à la Shoah, c'est-à-dire parce que lors du procès de Nuremberg en 1946, on avait fixé le crime contre l'humanité, ou bien ce sont ceux qui ont été commis par les nazis. Après ça, il n'y a rien. Donc, on a remis sur le tapis cette question de génocide, d'éthnocide et de crime contre l'humanité. Et c'est ça où le rôle de l'Algérie a été important, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie avait appuyé le travail qui a été fait, ou la demande, ou bien la plainte qui était posée par des juristes indépendants, dont certains étaient algériens, parce que le président de la République avait appelé à ce qu'il y ait des organisations, non seulement au niveau étatique, mais au niveau des organisations ou de la société civile, pour qu'ils agissent avec la Haye et faire en sorte que le crime contre l'humanité soit établi ou bien déposé, pour que la question soit discutée de manière juridique. On attend encore aujourd'hui les mandats d'arrêt internationaux. Le procureur de la CPI reconnaît qu'il y a des pressions contre les juges, les magistrats de la CPI. J'aimerais qu'on revienne à cette action, encore une fois, de l'Algérie au niveau donc, des forats internationaux, du Conseil de sécurité particulièrement. C'est quelque chose qui doit beaucoup gêner, notamment les grandes puissances qui défendent, pour ne pas les nommer, les États-Unis et la France, au niveau du Conseil de sécurité, des membres permanents du Conseil de sécurité. Certains observateurs ont parlé d'audace politique de l'Algérie dans ce sens. Et de courage politique, parce que l'Algérie finalement est fidèle à elle-même. L'Algérie a toujours été un défenseur inconditionnel des causes justes, dont la cause palestinienne. Et vous savez, nous sommes actuellement membres non permanents du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans, et en moins d'1 an, l'Algérie a réussi à soumettre 3 textes, dont un qui est passé en mai dernier, et qui en mars, pardon, oui effectivement, en mars dernier, et qui finalement appelle à un cessez-le-feu à Arza. Et en parallèle, l'Algérie apporte aussi tout son crédit sur la scène internationale. L'Algérie a de nombreux alliés en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique du Sud. Et finalement, plusieurs pays sont venus s'aligner sur aussi notre position immuable. Et il faut rappeler aussi cet axe entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui a permis finalement de constituer un axe de défense diplomatique pour la noble cause palestinienne. Et aujourd'hui, les positions de l'Algérie ne se concentrent pas uniquement au niveau du Conseil de sécurité, mais vont bien au-delà. J'ai eu, dans le cadre de mes activités de journaliste pour le quotidien Al Moujahid, la chance et l'opportunité d'interviewer récemment Gilles Devers, qui est cet avocat de la cause palestinienne et sahraoui. Mais pour le volet de la défense de la cause palestinienne, il est l'un des représentants de ce collectif de plus de 300 avocats. C'est même lui qui a emmené le collectif à la CPI. Effectivement, a emmené ce collectif-là au niveau de la CPI. Et entre-temps, voilà, le collectif a grandi. Il y a des centaines de milliers d'avocats qui se sont rejoints. Et le soutien de l'Algérie a été total et absolu pour cette lutte et cette résistance, tant diplomatique que juridique. Et même au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, le vote de 144 pays, c'est bien ça, en faveur de la création de l'État de Palestine. L'adhésion, pardonnez-moi, l'adhésion de la Palestine comme membre plein à l'Assemblée générale, et pas comme un État observateur seulement. Tout à fait. Est une consécration de cette mobilisation. Bien sûr. On passe d'un statut d'inférieur à un statut supérieur, donc la cause est plus défendue. C'est aussi un revers pour ces puissances. C'est un revers diplomatique pour justement les puissances. Il ne s'agit pas simplement d'Israël, mais justement les puissances, notamment les États-Unis. Certes, le Conseil de sécurité n'a pas encore validé cette rapport, qui devient à part entière du moment que, comme l'avait signalé le président de la République, le Conseil de sécurité est dirigé par des puissants et qui favorise justement la loi de la jungle, la loi du droit international. Donc le respect du droit international, notamment la charte de l'ONU, n'existe pas aux yeux des États-Unis, qui sont viscéralement derrière, d'une manière inconditionnelle, derrière Israël.
Israël. Donc c'est ça ce qui pose problème aujourd'hui, c'est de voir comment cette entité, enfin l'institution onusienne, en dépit des appels, il faudrait aussi rendre hommage à Gutiérrez qui a pris des positions vraiment courageuses, en dépit des menaces qu'il a subies, des intimidations, des campagnes féroces contre lui sur les réseaux sociaux, dans la presse mondiale, occidentale notamment. Il a quand même pris des positions qui se rapprochent avec l'Algérie. Il avait même justement fait part de son soutien à la position algérienne, notamment celle de Benjamin et d'Attaf, M. Benjamin et Attaf à l'ONU. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui, qu'on voit que pratiquement le monde entier est derrière la cause palestinienne, non seulement au niveau politique, au niveau des institutions, mais au niveau des peuples. Pour la première fois dans l'histoire, on voit dans l'Occident qui a vraiment endossé la question palestinienne et qui s'est levé contre le génocide perpétré par une armée sans foi ni loi. Il faut vraiment la décrire comme c'est une organisation terroriste. C'est aujourd'hui ceux qui gouvernent Israël, ce sont des terroristes. C'est les Stern, tous les Irgun, tous les organisations terroristes qui ont massacré depuis 1946 sont les mêmes. Donc Shamir n'est qu'un terroriste, Yitzhak Rabin est un terroriste, Ehud Barak est un terroriste, aujourd'hui Netanyahu est un terroriste. Donc ce sont des terroristes qui gèrent un pays, une caserne qui a pour objectif, bâti sur une idée farfelue, religieuse, talmudique, de dire que cette terre nous appartient et on doit exterminer les 7 peuples selon les préceptes de Talmud. Donc c'est du racisme surtout. Donc on est face à une entité qui ne reconnaît rien, soutenue, comme je l'ai dit au départ, pour la première fois dans l'histoire où on est aveuglement derrière Israël, y compris le deep state, c'est-à-dire l'État profond, les institutions, toutes les institutions, y compris religieuses, sont derrière Israël cette fois, et ils poussent vers une guerre avec l'Iran. Biden l'a annoncé. Une alliance avec les évangélistes chrétiens. Ça, non, parce que ça fait partie de leur croyance aussi. La présence, la fin d'Israël signifie le retour du Messie. Exactement. Et très brièvement, très rapidement, parce que vous avez pointé finalement aussi le fait que les positions de l'Algérie dérangent sur la scène internationale. Je vais vous faire une confidence à vous et à l'ensemble de nos téléspectateurs. Gilles Deverme a souligné le fait que durant plusieurs mois, le Royaume-Uni avait pesé de tout son poids pour faire échouer la démarche qu'il avait portée au niveau de la CPI, c'est-à-dire de la Cour pénale internationale, pour essayer d'empêcher un mandat d'arrêt international. Londres a fait depuis marche arrière. Il comptait protester devant la CPI officiellement et a fait marche arrière depuis. Je reviens à Manuel Pouchelet pour évidemment revenir sur la confrontation d'abord avec le Hezbollah qui risque de donner une confrontation plus grande et avec l'Iran. En 2020, Manuel Pouchelet, l'entité sioniste, a pour la première fois reconnu le conflit avec le Hezbollah comme une guerre et l'a rétrospectivement surnommé la campagne de la zone sécurité au Liban. Un changement de cap passé complètement sous silence, inaperçu par les médias mainstream occidentaux notamment, et qui peut offrir peut-être une grille de lecture des événements actuels. Actuellement, le Hezbollah a toujours été un parti politique au Liban qui a son rôle et ses attributions. Maintenant, il résiste face à l'agression israélienne, notamment au sud Liban, où justement, il a tiré déjà les premiers enseignements de l'agression israélienne de la guerre de 33 jours en 2006, où justement cela avait abouti à la résolution 1700 des Nations Unies, avec un dispositif militaire conséquent pour justement chasser les Israéliens du territoire libanais. Aujourd'hui, on revoit le même scénario avec soi-disant des éléments de langage du porte-parole de l'armée israélienne qui très clairement nous intervenons au Liban pour chasser le Hezbollah au nom de notre sacro-sainte sécurité. Et force est de constater, si vous voulez, que du côté libanais, on a plutôt peur que l'armée israélienne s'installe comme elle l'avait fait de par le passé. Ça, c'est une crainte. Maintenant, l'enjeu, si vous voulez, c'est que le Hezbollah est un contradicteur tenace. Il revient aussi d'une campagne en Syrie contre l'État islamique. Il a démontré des capacités militaires qui sont capables de défaire, j'insiste bien sur le terme de défaire, une armée structurée et organisée. D'ailleurs, Israël est obligé d'envoyer des troupes professionnelles pour affronter le Hezbollah, avec tous les risques de déstabilisation au sein de la société libanaise qui sont actuellement en jeu.
Je vous ferai remarquer que les réfugiés qui sont quand même annoncés à plus d'1 million de personnes, le Liban lui-même, c'est 4-5 millions d'habitants au maximum. Imaginez, ça fait un quart de la population qui aujourd'hui est accueillie au nord du pays avec de grands risques de déstabilisation. Oui. Et une chose est sûre, le Hezbollah, de toute façon, à l'image du Hamas et à l'image de la résistance, de l'axe de la résistance, tels que ce sont les termes employés dans la région, va affronter Israël malgré l'après-période de M. Nasrallah, qui a été, on va dire, qui est disparu, on va dire, il y a à peine 15 jours. Donc, force est de constater que le Hezbollah a aussi son autonomie décisionnaire, malgré l'aide et le soutien logistique de Téhéran, pardon. Mais je vous ferai remarquer que le Hezbollah est aussi un contradicteur tenace à Israël qui va, tôt ou tard, confronter M. Netanyahou et ses propres contradictions. Et croyez-moi, cela risque d'arriver plus vite que prévu. Justement, à quel point, Manuel Pouchelet, à quel point ou quel type de confrontation on peut avoir aujourd'hui entre l'entité sioniste et le Hezbollah, comparé à celle de 2006, par exemple? Vous savez, l'agression de 2006 est une agression principalement militaire où finalement l'armée israélienne a tiré les enseignements, tout comme le Hezbollah. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les états-majors israéliens, il y a un respect de son contradicteur qui est le Hezbollah, qui a surpris par sa tactique et sa technique. Ouais. Ça, c'est important de le souligner. Maintenant, il est difficile de faire un parallèle entre les deux événements puisque nous sommes en 2024 et comme je vous l'ai annoncé, le Hezbollah revient grandi d'une remarquable campagne militaire en Syrie, où il a défendu le régime de Bachar el-Assad et on va dire en partie chassé aussi l'État islamique et cette menace qui constituait dans la région. Maintenant, je pense que les Israéliens n'ont toujours pas compris une chose, c'est que le Hezbollah est aussi un canal politique avec lequel il faudra négocier pour retrouver rapidement pour le Liban une paix et une stabilité durable. Je pense que les populations de la région, vous savez, on dit toujours qu'une population n'est jamais neutre puisqu'elle ne mord jamais la main qui l'alimente. Mais par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que le Hezbollah, de toute façon, sera un membre permanent des équipes de négociation. Et quoi qu'il en soit, les Occidentaux devront l'accepter, tout comme les Israéliens. Un mot, Manuel Pouchelet, sur la confrontation avec l'Iran. Quel pourrait être aussi le type ou la nature de cette confrontation, si jamais elle a lieu, si bien sûr tous les canaux de communication sont rompus? Vous savez, on entend beaucoup en Occident parler d'une confrontation militaire, mais vous savez, les mollahs iraniens, le régime de Téhéran est beaucoup plus habile. La confrontation, elle existe déjà sur le plan économique, avec notamment le levier du pétrole et du gaz qui sont nécessaires à l'Occident. Donc ça, c'est un levier important. Vous avez aussi, Téhéran est un acteur incontournable d'une région où elle aussi intervient au niveau du dossier kurde. C'est un acteur incontournable. Le fameux Kurdistan qui préoccupe les Américains, les Syriens, l'Iran et la Turquie font en sorte un partenaire incontournable. Vous avez aussi également le dossier où l'Iran a été, on va dire, admise au sein des BRICS. Donc ce qui en fait quand même un acteur de poids. Vous avez cet aspect économique, mais vous avez aussi cet aspect militaire où Téhéran justement a démontré une partie de sa puissance en avertissement en avril dernier et récemment avec les frappes de 200 missiles qui ont été quand même d'une rare précision. Preuve en est que Téhéran est capable de mener une offensive comme une armée régulière, entraînée, avec des moyens dissuasifs et pour lesquels il faut respecter. Mais je pense que n'oublions pas que Téhéran est un acteur clé régional à l'image d'autres acteurs qu'il ne faut en aucun cas négliger. Oui, Kamel Massari. Il faudrait rappeler aussi une chose par rapport à, d'abord, je vais revenir sur la question iranienne. Il faudrait rappeler que les États-Unis ont toujours considéré la révolution islamique de 1979 qui a remis en cause les équilibres qui étaient dans la région. Pourquoi? Parce que le régime du Shah était un soutien indéfectible à Israël. Donc la présence, enfin l'émergence de ce régime constitue une menace existentielle pour Israël. Donc ce qu'a été essayé, qu'est-ce que Condoleezza Rice a essayé de faire en 2006 lorsqu'Israël a lancé sa guerre son agression contre le Hezbollah, contre le Liban, il était question de démilitariser le Hezbollah pour justement ensuite encercler, si vous voulez, ou contenir l'Iran. Parce que le bras armé de l'Iran
face à Israël était le Hezbollah. Mais cette opération a échoué, ce plan a échoué. Ils ont essayé, les Américains, de le remettre au goût du jour en 2011, lorsqu'ils ont essayé par tous les moyens de faire tomber le régime syrien et faire en sorte à ce qu'un nouveau régime s'installe en Syrie pour justement constituer une zone tampon entre le Liban et l'Irak et l'Iran. Parce que l'Irak commençait à devenir une zone d'influence iranienne. Oui. Donc c'est ce plan-là qui est aujourd'hui remis sur la table par les Israéliens. Ils essaient par tous les moyens d'affaiblir ou de contenir le Hezbollah ou de l'éliminer. Parce que l'objectif qui a été déclaré par Netanyahou il y a quelques jours, c'était, il a déclaré, nous allons détruire le Hezbollah après l'assassinat de Hassan Nasrallah. Mais aujourd'hui, sur le terrain, les Israéliens ne sont pas entrés en territoire libanais parce que le but était... Il y a une résistance farouche. Oui, parce que le but, c'est quoi? C'est d'arriver au fleuve Litani, comme ils ont essayé de faire en 2006, pour justement contrôler toute la région qui constitue le fief du Hezbollah. Et aujourd'hui, l'armée israélienne, que fait-elle? Elle est en train de bombarder la banlieue sud de Beyrouth et les régions du sud parce qu'elle est en train de faire en sorte à assassiner le réservoir de soutien pour ce que possède le Hezbollah. Il tue tous ceux qui sont chiites parce qu'ils pensent que ce sont là qui constituent le réservoir humain, le réservoir militaire et le réservoir politique et de soutien au Hezbollah. Donc c'est ça l'objectif. Et en même temps, il y a l'œil, enfin on prépare parce que la guerre avec l'Iran est probable, à mon sens inévitable parce que Israël va réagir et là ça sera autre chose. Et aujourd'hui on a vu quoi? On a annoncé sur Al Jazeera, la chaîne qatari, qu'il y avait une attaque imminente de l'entité sioniste, et puis il ne s'est rien passé. Non, écoutez, il y a une propagande qui se fait, parce qu'il y a une guerre psychologique, il ne faut pas l'oublier. La guerre psychologique, elle est là, donc c'est ce qui a été joué depuis longtemps, et Al Jazeera fait partie de ce que j'appellerais, moi, une propagande anti-palestinienne. Il faudrait bien le préciser, et il faudrait bien le dire, même si l'image qu'on joue, parce que qu'est-ce qu'on montre Al Jazeera? Je ne vais pas faire le procès Al Jazeera, c'est la destruction et tout, pour un petit peu démoraliser les gens, démoraliser tous ceux qui sont pour la cause palestinienne. Mais on a vu qu'en Algérie, 9 millions de morts, ou bien au total, plus 6 millions, 9 millions de morts, plus les 1,5 million de morts, n'ont pas dissuadé les Algériens d'aller vers leur libération. Depuis, des villages entiers ont été rasés. Pour revenir à la question, donc on est face à quoi? À une politique de destruction, comme c'est le cas à Gaza. Ils refont la même chose. Les Israéliens feront la même chose en Liban, justement pour attaquer justement ce réservoir. Mais malheureusement et heureusement pour les Palestiniens, voilà qu'aujourd'hui on voit que la résistance se poursuit et qu'il n'y a rien d'autre. La seule façon que les Israéliens comprennent, c'est la résistance. Et cette résistance-là est en train de les mener vers leur fin. Ouais. Sami Kaïdi, pour terminer sur ces questions, le Hezbollah, l'Iran, Kamel Manzari dit que la guerre est inévitable, peut-être pas, peut-être qu'il y aura un processus de communication, de dialogue pour justement éviter ce scénario. Vous le voyez comment la suite des événements? Moi, ce que je vois, c'est que l'entité sioniste poursuit sa folle fuite en avant et elle a toujours besoin de trouver un ennemi. Dans les années 70, c'était l'Égypte, puis l'Irak de Saddam Hussein, puis aujourd'hui l'Iran. Le véritable projet, c'est l'annexion de plusieurs territoires, dont le sud-Liban. Et c'est pour cela qu'on voit tous ces bombardements, pour que la population civile fuit et que les forces vives de la nation libanaise s'amenuisent, en l'occurrence les enfants et aussi les femmes. Hein. C'est ça l'avenir d'une société. Et aujourd'hui, en cette journée du 7 octobre 2024, soit un an après le déclenchement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, plus que jamais, la région est sur un baril de poudre. Tout peut exploser à tout moment et les derniers développements peuvent mener vers une déflagration régionale dans un premier temps, et puis même plus. Donc aujourd'hui, ce qui est important évidemment en impliquant les États-Unis. Les États-Unis et d'autres parties, parce que finalement l'intervention d'une grande puissance va de facto entraîner l'intervention d'autres puissances dans ce contexte géopolitique de tous les dangers, avec une reconfiguration de la scène internationale. Par conséquent, nous, ce que l'on peut aujourd'hui dire, c'est qu'il n'y a pas de pays qui a plus souffert de l'impérialisme et du
colonialisme que l'Algérie. Donc aujourd'hui, en ce 7 octobre, il est important de dire vive la Palestine libre et indépendante. Merci beaucoup. Une seule phrase. Selon l'université israélienne, dans un sondage, 83% des Israéliens pensent que Israël n'est plus un pays sûr. Des Iraniens, vous disiez? Les Israéliens. Les Israéliens. Oui, pensent que leur pays n'est plus sûr, 83%. Donc il y a plus d'Israéliens qui quittent le pays ou qui demandent à quitter le pays. Et il y en a beaucoup qui sont en train de changer même de nationalité. Des dizaines de milliers sont déjà partis vers leur pays d'origine, finalement. Kamel Mensali, je vous remercie. Vous êtes directeur de publication du quotidien Le Journal Indépendant et consultant de Canal Algérie. Merci à Sami Kaidi, journaliste spécialisé dans les questions internationales au quotidien Le Moudjahid. Merci à Manuel Pouchelet. Vous étiez avec nous à partir de Paris. Vous êtes géopoliticien spécialiste en relations internationales. Merci aussi à Anel Imam qu'on n'a pas pu entendre depuis Tunis, juriste et analyste politique. Merci à vous de nous avoir suivis, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et à bientôt. Au revoir.